Bonjour Jean-Marc. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravi de cette rencontre franco-portugaise, puisque Oui, vous êtes en France et moi au Portugal, parce que vous venez de sortir votre deuxième livre qui s'appelle Signes et synchronicité au-delà des espérances. Alors, c'est un livre qui se lit très facilement, hein, vous donnez beaucoup d'exemples, il est très clair. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, moi qui suis un peu bigleuse, hein, c'est qu'il est très clair, enfin je veux dire clair dans la exactement. façon dont il a été imprimé, composé. Ça, c'est aussi une des composantes de Trait Daniel, je dois dire. Leurs bouquins sont vraiment bien faits. Bon, voilà, donc c'est aux éditions Exergue, mais du groupe Trait Daniel. Alors, la première chose, Jean-Marc, vous pouvez vous présenter rapidement aux personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, alors donc je m'appelle Jean-Marc Bernad et je suis auteur et parolier SACEM. Donc dans le passé, j'ai été auditeur interne dans une très grande multinationale et j'ai fait des études de commerce. Donc j'ai fait l'École supérieure de commerce de Paris. Donc a priori, de par mon pédigré, je dirais, je suis quelqu'un de très rationnel, qui examine les faits bruts et qui essaye de ne pas trop interpréter ces faits. Voilà. En 2016, j'ai perdu mes deux parents en l'espace de 3 mois. D'abord mon père, François, d'un cancer, et ensuite ma mère, Michel, qui est décédée d'une cause inconnue. Enfin, à l'époque, on ne savait pas la cause exacte de son départ. Et j'ai consulté 4 médiums parce que maman voulait les rencontrer suite au départ de mon père pour avoir des explications sur l'invisible, sur l'au-delà. Elle était déjà, comment dire, coutumière un petit peu de dialoguer avec l'invisible parce qu'elle tirait les tarots, Oui. donc de manière non professionnelle, mais elle le faisait quand même. Et aussi, elle soufflait les brûlures à l'aide de prières. Donc, c'est un petit peu par son intermédiaire, si vous voulez, que j'ai eu cette première approche Oui. de Elle était l'invisible. barreuse de feu, ce qu'on Elle appelle est, barreuse de feu, hein, c'est ça. voilà, elle était barreuse de feu et moi je l'ai vue vraiment à l'action d'innombrables fois, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller vers les gens dès qu'elle savait que quelqu'un s'était brûlé, dès que quelqu'un souffrait soit d'un zona, soit d'une brûlure liée à une insolation. Oui. Elle allait directement vers la personne, elle disait, vous n'êtes pas obligé de croire, c'est moi qui suis à l'œuvre. Elle faisait sa prière avec son alliance de mariage et je voyais le résultat presque quasi immédiatement dans certains cas. Donc, ça m'avait toujours interpellé, cette relation qu'elle avait avec la prière. Voilà. Donc, ça m'a impressionné quelque part. Ah Voilà. bah oui, dites donc, ça doit être impressionnant quand même. De voir Voilà. sa maman faire ça, oui, c'est Voilà. impressionnant. C'est impressionnant. Donc, Ouais. en fait, mon cheminement est ponctué comme ça de petites touches qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait autre chose que la stricte matérialité. Donc, ces prières, d'autres expériences, je me souviens dans ma famille, à l'époque, quand on faisait des réunions, bah, il est arrivé qu'on fasse tourner ce qu'on appelait un guéridon, c'est-à-dire une petite table avec 3 pieds. Et voilà, c'était une sorte de mode à l'époque, hein, je pense dans les Oui. années 80. Voilà. Donc, j'y ai assisté quelques fois, mais là encore, c'était un jalon qui était posé sur mon chemin. C'est-à-dire, excusez-moi de vous interrompre, mais vous n'étiez pas encore partant pour l'histoire, quoi. Je veux dire, vous n'étiez pas vous n'étiez pas anti, mais vous n'étiez Non, pas pro non plus. C'est-à-dire, vous non, observiez, vous étiez observateur. j'étais observateur et en même temps, j'étais acteur sans vraiment l'être. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là du guéridon, c'était ma famille voilà, qui faisait ça. Donc, moi, j'étais juste là à ce moment-là. Je n'étais pas pro. D'ailleurs, je ne pouvais pas être pro parce que j'avais une dizaine d'années. Donc, Oui. c'était encore l'âge où on est perméable à des choses qui viennent de l'entourage. Et après, on se forge plus tard peut-être sa propre opinion. Par contre, je me souviens aussi d'une expérience qui m'avait beaucoup marqué parce que j'ai été sauvé à l'âge de 5 ans d'un virus au foie par un magnétiseur. Et donc, quelques années plus tard, avec mes parents, je suis retourné voir ce magnétiseur. Et je ne sais pas pourquoi, il a parlé à mes parents d'un cas qui était assez marquant, d'un enfant qui avait des problèmes
qui, à chaque fois qu'il allait dans le jardin de sa maison, se sentait très très mal. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Internet, Oui. il n'y avait pas cette profusion d'informations qu'on a sur les phénomènes de l'invisible. Hein. Oui, oui. Et donc, le magnétiseur avait dit aux parents de cet enfant, prenez-le en photo dans le jardin quand il n'est pas bien et regardez cette photo pour voir ce qu'il y a dessus. Et donc, le magnétiseur m'a montré cette photo, hein, enfin, a montré à mes parents, mais moi, je l'ai vue, hein, puisque j'étais là. Et j'ai vu dans l'arbre une apparition d'un visage humain qui m'a. J'ai encore le visage dans, j'ai envie de dire, Sur dans votre mes écran, souvenirs. Voilà, votre écran, oui. sur mes rétines, hein, Oui. je le revois. C'était donc le visage de son grand-père. Donc, il était très chevelu, très barbu, une imposante barbe blanche et fixait d'un air très noir cet enfant. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup stupéfait et qui peut-être ensuite explique pourquoi aujourd'hui je crois davantage à cet invisible, à ces manifestations, Oui. à cette persistance de la conscience qui peut permettre d'obtenir des matérialisations, même de visage. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, indépendamment de l'écriture, je me suis aussi lancé depuis le départ de mes parents dans ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire que je fais aussi des expérimentations qui permettent d'obtenir des visages de défunts dans l'eau notamment. Voilà, bon, Alors là, je vous interromps parce que moi, je vous suis sur Facebook et effectivement, souvent, vous donnez des images hein, de vos travaux et c'est souvent bluffant, hein, franchement. voilà, C'est donc souvent bluffant, même d'animaux. voilà, c'est Hein. ça. Donc, vous voyez, c'est cette approche je dirais, de multiples manières, c'est-à-dire que j'ai vraiment d'abord pris conscience de cette existence, de la survivance de l'âme par les médiums. Donc, je dirais, c'est une compréhension par l'intermédiaire d'autres personnes qui, elles, sont vraiment des canaux de communication avec l'invisible. Mais parallèlement, ces signes que j'ai reçus de mes parents à leur départ me sont venus, comment dire, de manière très, très puissante. Donc, ça a été vraiment une énorme découverte par moi-même. Oui, mais alors justement, là, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait poussé à écrire ce livre après le premier. Hein, oui, voilà la question. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que vous avez écrit le premier, c'est Contact au-delà des apparences. Voilà, Et c'est là, ça. c'était un peu différent du deuxième. C'était même substantiellement différent. Et vous allez nous expliquer, mon cher Jean-Marc, pourquoi. Alors, le premier livre, donc, c'était celui-là, Contact Voilà. au-delà des apparences. Donc, c'est un livre que j'ai fait parce que ma mère, qui voulait voir ses médiums après le départ de mon père, n'a pas pu honorer ses rendez-vous, malheureusement, puisqu'elle est partie 3 mois après lui, donc les rendez-vous étaient ultérieurs. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui dois y aller ou pas moi qui dois y aller et finalement, quelque chose a fait que je me suis décidé à reprendre ces rendez-vous. Mais elle avait pris rendez-vous avec 4 personnes alors. Avec 3 médiums, donc les 3 premiers, c'est-à-dire Henri Vigneault, Florence Hubert et Alain-Joseph Bellet. Oui. Et la 4e médium, je l'ai découverte ensuite, c'est Céline Franou. Mais je pense que j'ai été quelque part guidé vers elle parce qu'il y a plein de choses qui m'ont amené à la consulter. Et donc, je me suis décidé à aller à ces rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'avais déjà tellement de signes que je me disais, il y a forcément une forte volonté de communiquer. Et je ne m'attendais pas à ce moment-là à ce que les médiums me donnent autant de détails, autant de choses probantes. Pendant chaque rendez-vous, j'ai une centaine d'informations qui étaient exactes, qui étaient liées à des traits de caractère, qui étaient liées à des situations passées, qui ont ensuite aussi abouti à des signes ultérieurs après les consultations qui se sont vérifiées. Donc, c'est quand même un recoupement de choses incroyables. Et c'est d'autant plus incroyable que je n'ai pas perdu une personne, mais 2 personnes. Oui, coup sur coup, oui. Voilà, coup sur coup. Donc, et mes parents avaient 2 caractères complètement opposés. Oui, votre père n'y croyait pas du tout.
voilà, mon père ne croyait en rien. Il disait s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tous ces drames. Enfin bon, voilà, le non-croyant typique. Et ma mère, elle, était très Au contraire, volubile. très croyante. Voilà, était dans la spiritualité, mais pas pratiquante, hein, mais dans la spiritualité concrète, c'est-à-dire aider les autres, consacrer son énergie pour aider les autres. Voilà. Et donc, j'ai eu énormément de preuves de survivance qui se sont recoupées. Hein. Donc, j'en ai fait une analyse dans le premier livre et j'ai abouti à la conclusion que tout ce qui m'a été dit était à 99,9% authentique et corroboré au moins par 2 médiums aux 2 tiers. Donc, Oui. c'est une sorte comment dire, de rapport d'audit que j'ai fait, entre guillemets, moi qui étais un ancien auditeur. J'ai fait exactement comme je faisais dans la multinationale. Dans l'entreprise. Je prenais les faits, je les recoupais et je disais ça c'est valide, ça c'est pas valide. Mais sauf que là, tout était valide. Donc ça a été un énorme choc. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Le fait que c'était ce choc, bon, vous étiez prédestiné puisque votre maman, bon, était barreuse de feu, vous aviez eu des signes, mais est-ce que le fait que ces 4 médiums vous disent, enfin que ça recoupe tout, que quasiment tout soit exact, qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense que ça a provoqué en moi une énorme prise de conscience, voilà, qui ensuite a été alimentée par les signes que j'ai reçus. J'ai eu, par exemple, le premier signe que j'ai eu, c'était l'apparition d'un papillon dans ma maison le soir même de l'inhumation de ma mère. Donc, c'est vraiment le premier gros signe que j'ai eu. Et ce jour-là, c'était très difficile pour moi, évidemment. Ah oui. C'était un jour, un des plus durs de ma vie. Donc, du matin jusqu'au soir, tout le processus de l'inhumation voilà, s'est déroulé. Et en rentrant chez moi, vers 19h, je crois, je suis monté, parce que j'ai une maison sur plusieurs niveaux, et je suis monté directement au dernier étage pour me reposer, pour me… Voilà, pour recomposer un peu, quoi. Aussi. Voilà, c'est dur. Pour reprendre des forces. Et d'un seul coup, j'ai entendu dans la maison ma femme crier viens voir, vite. Donc, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait un énorme papillon sur la rambarde de l'escalier du premier étage de la maison. Donc, ça a été un phénomène incroyable. Alors, même si je n'avais pas trop d'énergie ce jour-là, en fin de journée, j'ai quand même eu la présence d'esprit de prendre mon téléphone portable et de le filmer, de prendre des photos. Et je dirais que c'est à partir de là que j'ai pris cette habitude systématique. À chaque fois qu'une survenance d'événements inopinés et un peu sortant du commun s'est présentée, j'ai à chaque fois pris une trace. Une photo que vous avez mise dans votre livre. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui explique que dans mon livre, il y a beaucoup d'illustrations parce que souvent, quand on parle des signes, on parle de vécu subjectif. D'ailleurs, les personnes qui analysent, on va dire, de manière statistique ou de manière un peu plus large, en faisant des grandes études sur les signes, parlent de vécu subjectif de contact avec un défunt. Oui. Ce qu'on appelle les VSCD. Bon. Oui. Moi, dans mon livre, j'ai voulu les appeler des signes parce que pour moi, même si ce sont des vécus subjectifs, il y a une part objectivable quand même. Oui, vous avez les photos. Vous avez les photos. C'est-à-dire qu'il y a les photos et en même temps le ressenti intérieur qui est très fort et aussi les synchronicités qui sont très fortes. Voilà. C'est-à-dire que toute cette expérience que j'ai eue avec les signes, parce que après ce papillon, des centaines de signes sont survenus à tel point que je me demandais vraiment si ce n'était pas moi qui devenais une sorte de personne bipolaire. Enfin, vous voyez. Justement, c'était l'une de mes questions. Comment avez-vous acquis la certitude que c'était vraiment des signes? Vous le dites dans votre livre, mais j'aimerais que vous le disiez ici pour les personnes. Comment vous avez acquis la certitude que c'était vraiment des signes des envolées, hein, c'est le nom que vous donnez aux personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, et pas justement quelque chose
comme moi j'entends souvent les gens me disant oui, mais j'ai rompu avec un tel ou une telle. Bon, là, c'est dans la vie, pas des envolées, mais d'ici. Et là, je vois d'un seul coup, alors imaginons Jean-Marc, plein de gens s'appellent Jean-Marc, plein de gens ceci, cela, alors qu'on sait que c'est vraiment le mental qui nous dirige de ce côté-là. Alors, la question, Jean-Marc, c'est comment avez-vous acquis la certitude que c'était vraiment des signes, des envolées et pas une imagination de votre mental? Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas savoir immédiatement le premier signe qu'on reçoit. Si on n'est pas, comment dire, sensibilisé à ce thème-là, on ne va pas tout de suite le percevoir. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est un papillon, et puis je n'ai pas fait la connexion avec d'autres éléments. Et puis, ça s'est répété 2 jours après. Le même phénomène, cette fois-ci un papillon dans l'étage supérieur, non plus au premier, mais au deuxième, dans un dressing qui était fermé, complètement clos. Et j'habitais dans cette maison depuis 10 ans. Je n'avais jamais eu un papillon dans ma maison. Et là, d'un seul coup, ça fait en 2 jours 2 occurrences papillons. d'introduction de papillons. Et là, le papillon, donc dans un lieu fermé où il ne doit pas être, monté 2 étages et posé sur le seul vêtement sur l'étagère supérieure du dressing qui appartenait à mon père et que j'avais souhaité conserver. Ah, ça c'est incroyable. Hein. Donc, 2 jours après, ma femme refait Jean-Marc, viens voir. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe encore? C'est-à-dire que c'était une sorte comment dire, d'apparition inexplicable parce que, en fait, le papillon, je me suis dit après, bon, bah, ça commence à germer un petit peu, hein, Oui. 2 occurrences. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Mais cette deuxième occurrence, je me suis dit, bon, je vais essayer de capturer ce papillon. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est extraordinaire avec les signes, c'est que c'est des sortes d'intuitions qui nous viennent. Il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe, mais il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe dans notre cerveau aussi, qui fait qu'on a un comportement à ce moment-là qui n'est plus non plus tout à fait logique. Je n'avais pas de raison spécifique de capturer ce papillon, mais néanmoins, je voulais le faire. Donc, j'ai fermé le dressing. Je me suis dit, dans 2-3 jours, il va être plus calme, je vais pouvoir l'examiner ou voir ce que j'ai à voir, je ne savais pas. Et en fait, j'ai rouvert le dressing 2-3 jours après, il n'y avait plus de papillon. Voilà. Et il n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. J'ai enlevé tous les vêtements du dressing, il n'y avait aucune trace de papillon. Et de même, je me souviens que le premier papillon, donc on ne sait pas comment il est rentré, mais après, je ne me rappelle même plus l'avoir fait sortir de chez moi. C'est-à-dire que, alors après, je mets des guillemets, hein, je ne dis pas qu'il y a eu une disparition mystérieuse, voilà. Je dis que il peut y avoir des occurrences comme ça de phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. À expliquer, oui. Et on peut chercher toutes les explications possibles. Voilà, dans d'autres signes que j'ai eus, j'en ai discuté avec Henri Vigneault, notamment des découvertes d'objets. Il peut y avoir ce qu'on appelle des apparitions d'objets, des disparitions d'objets, donc ce qu'on appelle des apports. Voilà. Notamment les petits objets, comme les pièces de monnaie ou des clés de voiture ou des choses comme ça. Bon. Alors, moi, je ne connaissais pas non plus ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on pose un objet sur une table, on est sûr que c'est sur la table, on revient quelques minutes après, il a disparu, il n'est pas sur la table, on cherche partout dans la maison, et ensuite, quand on revient 2 heures plus tard, l'objet est revenu sur la table. Bon. Ah bah, alors, je vous interromps, Voilà. oui, j'ai lu dans votre livre. Ça m'est arrivé souvent, et moi, j'ai souvent pensé que j'étais zinzin. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, ma pauvre Sylviane. Hein, voilà. Alors, donc, hein, pour revenir sur le sujet du papillon, qu'est-ce qui m'a fait comprendre que c'était un vrai signe? En fait, le dernier jour où j'ai été physiquement avec ma mère, le dernier jour de sa vie, je l'ai emmenée à l'hôpital pour le suivi post-opératoire de son opération. Elle avait une opération de hernie. Et donc, malheureusement, c'est les complications liées à cette opération qui l'ont emportée, puisqu'elle a eu un problème d'hémorragie. Mais je ne le savais pas. Donc, le dernier jour, elle ne pouvait pas conduire et c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Et avant de partir de chez elle, d'un seul coup, comme ça, on a tourné tous les deux la tête et on a vu un papillon qu'on a observé pendant 6-7 secondes, un papillon sur le garage de son voisin. Et je dis, regarde maman, tu as vu ce papillon?
Et de toute ma vie, je n'ai pas le souvenance d'avoir vu avec ma mère un papillon comme ça, Oui. de manière aussi inopinée. Donc, c'est ce qui m'amène à penser que ce signe prémonitoire, c'est-à-dire c'était une clé de reconnaissance entre nous. Le dernier jour où j'ai été physiquement avec elle, c'est là où j'ai vu le premier papillon ensemble. Et je pense que c'était une sorte de préparation à ce qui allait se produire, c'est-à-dire tu vas voir le signe que tu vas recevoir à de multiples reprises de ma part, ça va être le papillon. Oui, 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 oui. Mais Voilà. alors là, petite parenthèse aussi, c'est quand même, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai lu quand même pas mal de livres sur le sujet depuis pas mal d'années, et le papillon revient de façon récurrente. Hein. C'est ça, c'est ça. Alors, Hein. c'est pour ça que le papillon symbolise à la fois l'âme et en même temps le passage de l'autre côté, la Oui. métamorphose Mhm. de notre condition terrestre vers une autre dimension spirituelle. Voilà, dans de nombreuses cultures, dans de Oui, nombreux oui. pays. Voilà. Donc, alors après, bon, je n'ai pas eu que des papillons, j'ai eu des tas d'autres signes, même très spectaculaires. On peut, dans le livre, je les développe, hein, il y a à peu près 400 signes. Donc, pourquoi j'ai fait ce livre? C'est pour aider vraiment les gens à avoir conscience que les signes, ce sont en fait des éléments de communication. Ce sont des bouts de phrases qu'on obtient Mhm. et une fois qu'on réussit à comprendre le mécanisme par lequel il nous interpelle, on peut être de plus en plus récepteur de ces signes, de plus en plus ouvert, et après comprendre ce qui nous est dit. Donc, il y a des signes qui sont des signes d'identification qui permettent de savoir qui nous les envoie. Donc, ce n'est pas dans chaque signe qu'on saura précisément qui nous les envoie, mais par exemple, les papillons, je sais que c'est ma mère qui me les envoie. D'autres signes plus techniques, je sais que c'est mon père qui me les envoie. Mon père avait une formation d'électricien et ensuite a fait un autre métier qui n'était pas dans ce domaine-là. Mais je sais que, par exemple, tous les phénomènes électroniques ou de ce genre, c'est mon père qui me les envoie. Bon. Alors, on a des synchronicités qui surgissent quand il s'agit de vrais signes. Votre question, c'était comment on est Voilà, sûr. comment on sait, oui. Voilà, il faut qu'il y ait des synchronicités. Alors, moi, je suis peut-être l'exemple le plus parlant en la matière, puisque pratiquement tous mes signes se font avec des synchronicités fortes. Il peut y avoir des signes qui se font sans synchronicité, mais à ce moment-là, ce sont des signes récurrents. C'est-à-dire, on va trouver un objet, un objet, un objet, un objet tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'avant la disparition d'un être cher, ça ne On ne se trouvait produisait pas. pas. Voilà. Alors, moi, c'est les synchronicités, c'est-à-dire que c'est la conjonction de deux phénomènes ou de deux faits qui, pris séparément, n'ont pas de signification, mais quand on les relie ensemble, d'un seul coup, ça fait émerger un sens Quelque chose, oui, un sens. voilà, un sens très fort. Donc, c'est la fameuse comment dire, séance de Carl Gustav Jung Oui, avec le scarabée. avec le scarabée doré. Donc, au moment Oui, où la patiente évoque un scarabée doré, voilà, Jung oui. montre la fenêtre et dit bah, le voilà, c'est Ben, votre c'est scarabée. incroyable ce qu'elle s'est dit. Voilà, exactement. Et ben moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quand j'écrivais mon premier livre, par exemple, je me souviens très bien, j'étais dans mon bureau, devant mon ordinateur, et ma fille, à l'époque, faisait du vélo dans la résidence où j'habite, et elle avait un talkie-walkie pour me dire si quelque chose se passait. Et j'étais en train d'écrire une phrase sur ma foi que j'avais héritée de ma mère, parce que quand ma mère est partie, quelque part, il y a eu un tel bouleversement en moi que ça fait remonter des traits de caractère qui ne m'étaient pas habituels. Donc, je pense que j'ai hérité sa foi et aussi son côté de vouloir aider les autres. Bon. Donc, vous étiez en train de nous dire, on a été légèrement interrompu, que le décès de votre maman avait changé, enfin, ça avait été un grand bouleversement, non seulement émotionnel, bien sûr, mais aussi au plan de votre foi. Il y a des choses qui sont revenues. C'est Est-ce que ça. vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en a Ben, été? je pense qu'en fait, la foi, elle est ressortie parce que c'est comme un élan du cœur. Pour Oui. moi, la foi, ce n'est pas forcément la religion stricto sensu. C'est vraiment cet élan du cœur qui fait qu'on a envie d'aider les autres, qui, qui, qui nous fait sentir connectés avec aussi
tout notre univers, tout notre environnement et par-delà notre environnement, même, on peut dire, la nature, le cosmos, enfin bon, des tas de choses. Donc, moi, le bouleversement que j'ai ressenti au départ de mes parents, ça a été ça. Et donc, j'écrivais ça dans mon premier livre. J'étais en train de terminer d'écrire cette phrase en disant j'ai cette foi qui s'est soulevée en moi, qui est héritée de ma mère. Et à ce moment-là, ma fille a appuyé sur le bouton de son talkie-walkie pour me dire papa, papa. Donc, ça grésillait. Elle me disait Jésus, Jésus. Donc, je n'ai pas compris de quoi elle voulait me parler. Je lui ai fait répéter. Elle disait toujours Jésus, Jésus. Donc, je lui ai dit bah, viens, je vais voir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, je descends, j'ouvre la porte de la maison et là, elle arrive devant moi, elle me tend un objet. C'était un petit chapelet en bois carré, voilà, dans ma résidence. Donc, il n'y avait pas de raison de trouver ça, oui. Qu'elle trouve un chapelet en bois dans ma résidence. Hein, voilà, on n'est pas une résidence à proximité immédiate d'une église ou de choses comme ça. Et la synchronicité avec comment dire, avec le fait que j'écrivais pile au même moment la foi. Donc, oui. Et ça s'est produit à d'innombrables reprises. Donc, tous ces phénomènes de signes, de découverte d'objets inopinés avec des intuitions, avec des prémonitions, ça a pris un essor incroyable. Les pièces de monnaie, par exemple, je prends l'exemple des pièces de monnaie, je ne savais pas que les pièces de monnaie pouvaient être un signe jusqu'à ce que je vois une vidéo sur Internet d'une personne qui faisait une conférence dans une association d'aide au deuil qui disait, moi, depuis que j'ai perdu mon fils, je trouve des pièces de monnaie régulièrement, aussi bien dans ma maison, mais à des endroits où il n'y en avait pas. Donc, sous mon lit, sous le tapis de ma voiture. Voilà. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, j'ai pris connaissance de cette information. Et une semaine après, ça a commencé. Première pièce de monnaie, 3 jours après, deuxième et troisième pièce de monnaie, et régulièrement, jusqu'à en avoir, depuis le départ de mes parents, à peu près 170. Ah ben quand même. Voilà. Et après, j'ai lu que ce n'était pas un phénomène voilà, qui m'était réservé à moi. J'ai lu dans un livre qui est consacré aux signes, qui est aussi édité par le groupe Très Daniel, un livre des époux Guggenheim sur les signes aux États-Unis. Une personne a récolté 650 pièces de monnaie suite au départ d'un être cher. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on sait aussi que les signes sont de vrais signes. C'est-à-dire qu'il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de témoignages qui élargissent le champ de nos connaissances. Et c'est pour ça que ces livres sont intéressants. C'est-à-dire que jusque-là, tout ce qu'on pouvait penser en étant isolé, être de simples papillons, de simples plumes, de simples pièces de monnaie, si on recoupe ces informations avec d'autres personnes qui ont eu les mêmes phénomènes, on s'aperçoit que potentiellement, s'il y a des synchronicités, ce sont d'authentiques signes. Voilà, c'est ça. Alors, vous expliquez dans votre livre, hein, vous avez plus de 400, enfin, vous en avez répertorié 400, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Oui, voilà, c'est ce que vous dites. Mais alors, comment se fait-il? Pourquoi, par exemple, moi, j'ai des signes de mes parents, enfin, de mon père, j'en ai eu de mon père, je pense, très rapidement, et j'en ai jamais eu de ma mère. Alors que mon père ne croyait en rien, mais c'était pareil, voilà, comme votre papa. Et ma mère était extrêmement croyante comme votre maman. En réalité, je sais que je reçois des signes, mais longtemps après, même encore maintenant, ils sont décédés depuis 35 ou 36 ans, je reçois encore des signes et ma mère, rien du tout. Alors, comment vous m'expliquez ça? Alors, on ne peut pas tout expliquer. C'est ça qui est aussi fort avec les signes, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on peut inférer par la récurrence des signes et par les modalités de réception, mais après, la communication en elle-même, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui la provoquons. Nous, on est de simples récepteurs de signes. Alors, il y a une communication, certes, il faut être dans une bonne disposition intérieure. Il faut que la peine soit partie pour les recevoir. Moi, c'est à partir du moment où ça s'est éclairci, on va dire, dans mon esprit, mais ça, c'est grâce à l'hypnose. C'est l'hypnose qui m'a permis, parce qu'en fait, quand mon père était malade, ma femme a eu la bonne idée de me dire
d'aller voir un hypnothérapeute. Thérapeute. Voilà. Et donc, ça m'a libéré complètement et ça m'a permis de voir, enfin, je pense que c'est ça qui m'a permis de voir les premiers signes. Donc, il y a eu une métamorphose. Après, donc ça, c'est notre partie à nous. Après, de l'autre côté, les envolés, eux aussi, ils ont des, entre guillemets, des choses à faire. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Et plus on s'éloigne effectivement de la date de leur départ, bah, plus les signes aussi deviennent un petit peu plus, voilà, moins Un peu moins fréquent. Voilà, c'est moins régulier, mais j'en ai discuté avec Céline Franou, mon amie médium. Donc, ces signes-là, effectivement, ils sont très, ils ont en fait une vocation, ces signes. Hein. Ils ont une finalité. C'est pas de nous accompagner au quotidien, tous les jours de la vie. C'est vraiment de nous faire prendre conscience que nos êtres chers sont toujours vivants Ils sont toujours quelque à côté part. de nous. Ils sont toujours à côté de nous, mais ils ne doivent pas non plus se substituer à notre évolution. Oui, à notre évolution, c'est ça. Ils ne sont pas là pour juste être des cannes. Voilà. Enfin, ils servent de canne pendant un temps, ça peut être quand même très réconfortant. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. J'ai fait des interviews de personnes qui ont perdu des enfants. Bon, ça, c'est vraiment, je crois, l'horreur absolue pour les parents, hein, c'est de perdre un enfant. Donc, j'ai fait des interviews de personnes et je connais, j'ai des amis qui ont perdu des enfants. Donc là, recevoir des signes de leurs enfants, c'est vraiment une sacrée béquille, hein, parce que… Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien donc, c'est vrai. Puis après, bon, ça s'espace. Mais… Alors, pour terminer, parce que malheureusement, je ne peux pas rester avec vous 2 heures, même si ça me passionne, comment en êtes-vous arrivé à la communication, enfin, transcommunication, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. La transcommunication instrumentale. Voilà, la transcommunication TCI, mais je ne savais plus. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ça? Alors, en fait, c'est la survenance de tous ces signes qui m'a tellement interpellé que je me suis dit, il y a forcément une raison pour que j'en reçoive autant. Donc, j'ai eu, lors de mon entretien avec Henri Vigneault, déjà la survenance de ce premier mot que je ne connaissais pas, transcommunication instrumentale. À la fin de la séance médiumnique, Henri m'a dit réécoutez bien l'enregistrement, il se peut qu'entre les phrases, vous entendiez quelque chose. Et à ce moment-là, c'est de la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire une voix non laryngée qui peut produire des mots ou des phrases. Bon, donc j'étais stupéfait parce que je ne connaissais pas ça. Et ensuite, un autre médium, lors d'une séance médiumnique publique, où j'étais dans la salle, a donné un message à ma femme de la part de son grand-père que je n'ai jamais connu. Et son grand-père me disait à moi, qu'il n'avait jamais connu, donc que je devrais faire de la transcommunication instrumentale. Donc il y a deux médiums qui me parlent de ça, donc je me suis dit, on va voir ce qu'il en retourne. Donc j'ai rencontré Jacques Blanc-Garin, qui est un des plus grands transcommunicateurs en France, et il m'a initié un petit peu en me faisant écouter des voix, mais je me suis vite orienté vers la transcommunication instrumentale par l'image. Oui, c'est ça, oui, c'est voilà. Oui, des images, oui. C'est-à-dire que l'audio, c'est formidable, hein, ça permet d'obtenir des conversations ou des phrases, mais ça nécessite déjà un temps très, voilà, très grand. Ça nécessite une énergie très forte aussi parce qu'on en ressort passablement épuisé après une séance. En général, le lendemain, on est quand même assez fatigué. Et moi, je ne pouvais pas me permettre de consacrer toute mon énergie à l'audio parce que c'était vraiment très fatigant. Un investissement total et en même temps j'écrivais, donc je ne pouvais pas lier les deux, alors que de faire de la transcommunication vidéo, c'était quelque chose qui était beaucoup plus facile pour moi parce que c'est une expérimentation qu'on fait à un moment donné et ensuite on l'analyse pendant des semaines. Donc après, c'est notre œil qui est chargé de vérifier ces matérialisations de visage dans l'eau ou dans la vapeur, ou enfin dans une dizaine de configurations différentes. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'en fait, le rôle des signes,
qui m'a été attribué. Bon, pour certains, c'est pour les réconforter. Donc, moi, ça a eu une mission de réconfort. Mais je pense que le fait que j'ai obtenu autant de signes, c'était vraiment pour développer mon intuition, pour faire de moi un intuitif quelque part. Oui. Et un intuitif, ça devient une sorte de médium, c'est-à-dire un intermédiaire entre notre monde terrestre et le monde spirituel. Donc, je suis devenu, malgré moi, une sorte de médium, même si je ne peux pas dire que je suis un médium classique, mais quand j'ai fait cette transcommunication instrumentale, je n'ai pas pris ça pour un jeu, je ne me suis pas dit je vais secouer de l'eau dans un bol, et ensuite je vais mettre de la lumière dessus, je vais filmer, je vais regarder les images, et non, je ne me suis rien dit, j'ai fait l'expérimentation, je n'ai pas attendu d'avoir des résultats particuliers, mais pourtant ils sont venus. Ils sont venus vraiment de manière spectaculaire, par paliers. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une phase pendant laquelle l'invisible doit nous tester, quelque part, doit sonder la sincérité de notre démarche. Parce que si on est juste là pour obtenir des résultats pour soi, Oui, c'est ça, oui. C'est bien, mais à la fin, ce n'est pas forcément utile pour les autres. Alors que moi, j'ai rapidement pris conscience que, à partir du moment où j'ai eu, au bout d'une année, le visage de mon père, mais voilà, je l'ai reconnu Tout de suite. immédiatement, mais ça s'est produit dans des circonstances assez ubuesques. C'est-à-dire que quand on fait une expérimentation, ça dure plusieurs minutes, on examine presque 5 ou 7 000 images, donc c'est énorme. On peut louper une image où il y a quelque chose de très fort. Et là, je suis tombé presque tout de suite sur cette image, j'ai vu un premier visage, et j'allais m'en arrêter là, et finalement, quelque chose dans ma tête, toujours l'intuition, m'a dit retourne d'un quart l'image. J'ai retourné d'un quart et j'ai vu le deuxième visage, et là j'ai dit ah, c'est papa. Et mon père avait des traits vraiment très reconnaissables. Il avait les cheveux blancs, il avait une moustache, il avait le nez un peu busqué, il avait une raie d'une certaine manière. C'était voilà. Lui. C'était lui. Donc là, j'ai eu la certitude absolue que cette année que j'avais passée, cette première année initiatique, entre guillemets, n'avait pas été vaine et qu'il fallait que je continue. Et ça fait 4 ans et demi que je fais ça. Et je reçois maintenant effectivement des visages dans l'eau, parfois qui sont reconnus par des personnes qui me suivent sur Facebook. Je reçois des animaux aussi. Donc ça, c'est oui, aussi... oui, ça j'ai vu des animaux aussi. C'est incroyable de voir une tête de cheval avec le harnais, avec le mors. J'ai même eu une fois une personne qui a reconnu sa jument parce que non seulement elle l'avait reconnue, mais en dessous, il y avait aussi des lettres qui étaient apparues, les 3 premières lettres de son nom. Voilà, elle s'appelait Indochine et on voyait I, N et le D qui était en formation. Donc, après, voilà, on ne peut pas tout expliquer, comme pour les signes. On ne peut pas comprendre, puisqu'on n'est pas de l'autre côté, comment ces choses-là peuvent survenir. Toujours est-il que les résultats sont, évidemment, pour les scientifiques stricto sensu ou pour les personnes qui sont un peu sceptiques, il manquera toujours la case explication. Mais je veux dire, à partir du moment où on fait des expérimentations, où on obtient des centaines, des milliers. Moi, j'ai dû voir à peu près 100 000 images depuis 4 ans et demi et en retirer presque 10 000 apparitions. C'est quand même… Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes particulièrement doué et pour les signes et pour la transcommunication où tout le monde peut y arriver? Je pense qu'il faut la conjonction de plusieurs choses. Il faut déjà pas une discipline de faire, mais il faut s'astreindre à le faire régulièrement. C'est-à-dire, moi, je pratique pratiquement tous les jours depuis 4 ans et demi. Donc, c'est quand même un sacerdoce. Oui. Même si ça ne me prend que peut-être 1 heure par jour, c'est quand même 1 heure par jour à temps plein. Et à la fin, ça fait beaucoup de temps. Ensuite, je pense que on accède à cette discipline-là pas par hasard. Quand j'ai perdu mes parents, je suis allé voir un radiesthésiste qui s'appelle Gérard Grenet à Paris. Et Gérard m'a dit, c'est comme si vous aviez été, après la perte de votre mère, vous étiez passé d'un taux vibratoire de quelqu'un de, pas tout à fait de non-croyant, mais
vous croyez, vous aviez une ouverture, mais quand ça vous arrangeait, un petit peu. Voilà. Donc, vous étiez un petit peu dans le spectre. Comme saint Voilà, Thomas. voilà, c'est ça. Et ensuite, vous êtes passé directement dans l'autre, dans l'opposé, c'est-à-dire dans l'autre partie du spectre. Et il m'a dit, vous êtes un médium qui va aller jusqu'au bout. Moi, je n'ai pas forcément envie d'être un médium dans le sens de délivrer, comme les médiums, des messages de défunts. Mais à ma manière, je les délivre, puisque Ah j'apporte une oui, oui, communication. J'apporte oui. une communication et ça fait du bien aussi aux gens qui les reçoivent. Ah, Donc, je veux bien croire. Moi, je vous suis depuis déjà pas mal de temps. Alors, voilà. là, je vais remontrer votre livre, hein, Signes et synchronicité au-delà des espérances. Je le conseille fortement parce que là, effectivement, précisément aussi, c'est pour aider les personnes comme moi, parce que souvent, je dis, mais ça, je suis sûre. Je me rappelle une fois, j'avais mis mon tarot dans mon. Alors, je vous parle de ça il y a 35 ans. Peu de temps après la mort de mes parents, dans mon sac, mais j'étais absolument certaine, mais je suis sûre encore aujourd'hui que je l'avais mis. J'arrive auprès de la personne, puisqu'elle m'avait demandé un tarot, plus de tarot, je reviens on a fouillé, on s'est mis à 3 à fouiller, rien. J'arrive chez moi, il y avait le tarot. Et voilà. Je me suis dit, mais là, bon, je pourrais vous en raconter d'autres, hein, c'est des histoires qui sont vraiment voilà, bon, je dit, là, j'avais raconté ça à des amis très, très structurés. Mais, ouais, bon, Sylviane, il va y avoir un petit vélo là-haut. Ben non, non, non. Justement, c'est l'intérêt de votre livre, c'est que, bon, vous n'êtes pas en train de dire aux gens, voilà, c'est prouvé, etc. Mais voilà ce qui m'est arrivé. On sent que c'est écrit avec le cœur, parce que si vous avez eu tout ça, et c'est ça qui fait la différence. C'est ça Oui, qui je fait la pense. différence dans votre Je livre, pense. c'est que vraiment, on sent que c'est du vécu, c'est pas j'ai collecté ça à droite à gauche, non. Tout ce que vous dites, et ça réconforte les gens qui peuvent penser que qu'ils sont un peu, bon voilà, qu'il y a il y a un petit quelque chose. Ou tout simplement, bon, ils savent plus, par la peine, parce qu'ils ont perdu un être cher, ils ont perdu leurs affaires. Ben non, c'est vrai qu'il y a alors on va pas dire des téléportations, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour terminer, pour les gens qui vont nous voir? Je répète, votre livre Signes et synchronicité. Qu'est-ce que vous, pour les personnes qui ont perdu enfin quelqu'un de cher, quelqu'un de leur famille ou de leurs proches s'est envolé, hein, vous les appelez les envolés. J'ai bien aimé l'expression envolé. Ça fait très papillon d'ailleurs, hein, C'est voler. ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour faire attention aux signes? Ben, je leur conseille d'être ouverts au possible. C'est-à-dire de ne pas être comme saint Thomas. Hein, voilà, au départ, je conçois qu'il fallait passer par cette phase quand même de voir pour croire, mais après, il faut vite dépasser ce stade. Et ce stade, c'est l'ouverture du cœur, c'est-à-dire de se dire, je crois que les signes existent. Ce n'est pas se conditionner, hein, mais c'est Oui, déjà de ne pas mettre de barrière. voilà, c'est ça, oui. Souvent, les gens qui me disent je ne reçois pas de signes, non, ce n'est pas qu'ils ne reçoivent pas les signes, c'est qu'ils ne les perçoivent pas. Dans mon livre, je montre que moi, contrairement à des études qui disent que les personnes qui reçoivent des signes en reçoivent dans 3 catégories, moi, j'en ai reçu dans pratiquement toutes les catégories de signes possibles. Et j'en ai fait une typologie de 43 catégories. Oui, oui, Donc, oui, oui. donc ça veut dire qu'il faut demander aussi, il faut demander sans insistance. Parce que si on demande avec une grande insistance, à ce moment-là, les envolés sont capables aussi de réaliser des prouesses. Par exemple, avec l'électricité. Si Oui. vous demandez fais-moi griller une ampoule, si vous le demandez trop fortement, ils peuvent vous carrément mettre toute l'installation électrique Hors voilà, circuit, c'est le en moment de panne. dire, hors Voilà, c'est circuit. ça. Donc voilà, moi j'ai demandé régulièrement tous les jours, voilà, à mes parents, parce que quelque part ça correspondait à un besoin aussi. Hein. Oui, Il voilà. faut, faut pas en avoir honte. Voilà, je suis un homme, j'ai le droit d'avoir ma sensibilité, j'ai le droit d'avoir Bien de la sûr. peine, j'ai le droit d'avoir voilà. Mais en même temps, cet amour, j'ai eu à un moment donné un événement initiatique qui s'est produit. C'était quelque temps après la disparition de maman.
j'avais un ami qui devait m'appeler et je lui dis non, Nicolas, je suis dans un état vraiment très mauvais, donc un état d'esprit très mauvais, donc ne m'appelle pas, je te rappellerai plus tard. Je suis allé m'allonger et une demi-heure plus tard, je commençais à me redresser de mon lit et à me dire, mais dans mon cœur, quelque chose est en train de se produire. C'était comme j'ai envie de dire, comme les effets secondaires d'une EMI, d'une expérience de mort imminente, mais sans avoir fait de décorporation, sans avoir plané au-dessus de mon corps. Mais j'ai senti que mes parents, d'un seul coup, mais j'ai fait, mais c'est pas possible, ils sont vivants et ils rentrent là dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, cet événement-là a fait que je n'ai plus eu peur de la mort et que j'ai vécu ces réceptions de signes avec une ferveur, avec une croyance telle que voilà. Vous n'êtes pas conditionné, mais vous êtes très Non, réceptif. je Voilà, suis très réceptif. vraiment, Voilà. voilà, c'est ça. Il faut être réceptif. Je pense aussi que ce changement dont avait parlé Gérard Grenet a fait que ma vision a été modifiée. Ou alors, à des moments, je sens que quelque part, mon regard se porte malgré moi sur des choses. Ça peut être des plaques minéralogiques. J'ai eu presque 200 fois le phénomène qui s'est reproduit avec les plaques minéralogiques, où à un moment donné, je suis en voiture et mon regard, sans savoir pourquoi, se déporte vers une plaque particulière alors que je n'en observais aucune pendant tout le trajet. Et ça va être FB, les initiales de mon père, qui vont être sur le début de la plaque. Donc ça, c'est des choses inexplicables. Mais si on n'a pas ce chagrin qui a reflué, si on est dans la demande trop forte, c'est-à-dire c'est une demande qui est comme une supplication, mais ça ne peut pas marcher. Souvent, les gens qui demandent trop reçoivent moins. Il faut demander modérément, régulièrement, mais en disant si tu peux me faire un signe, si tu as la capacité de me faire un signe, parce qu'en fait, rien n'indique non plus que l'envolé soit dans les bonnes dispositions pour le faire. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça. Voilà. Mais il faut être ouvert. Et la principale ouverture aussi, c'est d'avoir accès à ces connaissances par l'intermédiaire des témoignages qui sont faits par les expérienceurs, comme moi ou d'autres. Toute cette ouverture va finalement favoriser les choses. L'arrivée de signes. C'est ça. C'est pour ça que je vous… Voilà. Alors, c'est un signe, hein, vous voyez, il se lit très bien, il se savoure aussi. Hein, voilà. Moi, je le montre parce que vraiment, il est très, très clair. Il est clair. L'impression a été très, très bien faite. Écoutez, Jean-Marc, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview. Merci. Bon, passionnante. Hein, et puis, bon, tout le monde a… à un moment donné ou à un autre de sa vie, bon, il y a un envolé qui est donc, on a tous eu un papa à un moment, malheureusement des enfants parfois, des cousins, tout ça, qui sont partis. Donc, c'est un livre qui donne évidemment de l'espoir, hein, et puis surtout qui nous permet, bon, dans les premiers temps et même après, de se dire, bon, on n'est pas tout seul, et puis une fois qu'on part, une fois que nous, on va s'envoler, on retrouvera les autres envolés. Exactement. Eh bien, écoutez, merci. Je vous remercie infiniment, Jean-Marc. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour le 3e livre. Je l'espère. En fait, le 3e livre, il est déjà en train de sortir, puisque c'est La Dame des Anges que j'ai coécrit avec Céline Franou, mais peut-être que vous en parlerez on va en reparler. Voilà, on va en reparler bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Sylviane. À très, très bientôt. À très bientôt.